Bonjour, bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire intitulé L'inclusion financière et l'employabilité. Donc, ici Étienne Leblanc-Lavoie, président de l'Association canadienne pour les Nations unies de la communauté métropolitaine de Québec. La mission de l'ACNU Québec est de développer une meilleure connaissance de l'ONU, de ses idéaux et de ses programmes, de faire connaître le rôle qui jouent nos gouvernements et de diriger des débats sur les problèmes mondiaux. Une vision internationale et québécoise portant sur les leviers et les conditions nécessaires à une plus grande inclusion financière au service de l'employabilité. Quels sont les impacts positifs auprès des populations? Je suis heureux d'introduire deux de nos administrateurs de l'ACNU Québec ayant une belle expérience et expertise sur ce sujet. Mélinda Seymour, fondatrice de plusieurs ONG internationales au Canada et dans 18 pays en Afrique pour la promotion des femmes, l'Afrique et les jeunes Africains et afrodescendants francophones. Elle est spécialiste de l'interprétation des dynamiques africaines. Et Serge Gosselin, directeur de développement des affaires au sein de Développement international des Jardins. Il possède plus de 30 ans d'expérience en développement international, incluant plus d'une centaine d'interventions à l'international. Donc, cette activité est proposée dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale, JQSI. Et on a avec nous Mme Chantal Coulombe, coordonnatrice des Journées québécoises, pour vous les présenter un peu plus. Merci beaucoup, Étienne. Bonjour tout le monde. J'aimerais en profiter pour dire qu'on est sur un territoire non cédé Wendat et Innu dans la région de Québec. Donc, je désire porter attention à cette information pour le respect des peuples des Premières Nations. Dans le fond, je suis coordonnatrice générale de l'organisme qui s'appelle Carrefour d'éducation à la solidarité internationale de Québec. Et on est vraiment heureux, nous, en fait, de chapeauter aujourd'hui, en fait, d'une certaine façon, la rencontre d'aujourd'hui, en fait, parce que nous sommes aussi coordonnateurs dans la grande région de Québec des Journées québécoises de solidarité internationale qui se déroulent pendant tout le mois de novembre dans toutes les régions du Québec, mais pour la grande région de Québec, nous tenons environ une douzaine d'activités. Donc, l'activité d'aujourd'hui en fait partie et pour vous situer, le Carrefour d'éducation, dans le fond, c'est un organisme qui, le CESIC, dans le fond, porte une double mission, donc soit celle de Carrefour d'un réseau régional d'organismes de solidarité, donc des OCI, mais aussi de solidarité sociale, et qui propose des activités également d'éducation et de sensibilisation à la solidarité internationale et à la citoyenneté mondiale auprès des clientèles jeunes et adultes de la grande région de Québec. Cette année, le thème des JQSI, c'est « Transformons le monde dès maintenant ». Pourquoi? Parce que la pandémie a vraiment exacerbé beaucoup d'inégalités dans le monde. On le sait parce qu'on les indicateurs des objectifs du développement durable vont sûrement nous donner le pouls de ces inégalités-là qui se sont creusées davantage pendant la pandémie. Donc, dans le contexte de la pandémie, cette année, on s'interroge à travers différentes rencontres comme celle d'aujourd'hui à essayer de co-construire un monde plus juste et solidaire en misant davantage sur les partages de savoir, de savoir-faire, de savoir-agir et fondé sur un désir de réciprocité. Donc, on vous souhaite une belle rencontre. Les Journées québécoises sont rendues possibles grâce à l'ACOSI et au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Et vous pouvez suivre toute la programmation sur le jqsi.qc.ca/Québec. Bonne rencontre et je cède la parole à M. Gosselin. Merci, Mme Coulombe, et je remercie aussi le Carrefour Éducation à la solidarité internationale de Québec de cette opportunité de pouvoir partager avec vous sur une thématique qui s'inscrit tout à fait dans vos propos, Mme Coulombe, sur les inégalités, l'impact de la COVID. C'est évident qu'on va voir les impacts lorsqu'on aura une mesure des ODD, mais même avant la pandémie, le thème qu'on aborde était une préoccupation et une réalité qui existe depuis, malheureusement, plusieurs décennies. Alors, la présentation qu'on vous fait aujourd'hui, elle s'intitule « L'inclusion financière et l'employabilité ». Et on a souhaité, puisque moi et Mélina, on a des parcours différents et convergents, et vous verrez à travers la présentation comment ça va s'exprimer, on a souhaité donner un regard à la fois international, en contexte des pays en voie de développement et en émergence, et celui du Québec. Différences et similitudes, ça sera intéressant pendant la présentation que vous puissiez en faire le constat. Alors, évidemment, l'inclusion financière, on pourrait le prendre sur plusieurs angles. On a choisi de le prendre sous l'angle de l'employabilité. Et
c'est ce qu'on va essayer de vous partager à travers cette présentation. Est-ce que j'ai accès au contrôle? Voilà. Alors, avant d'aller dans quelque chose de plus détaillé, on va s'entendre sur des définitions. Évidemment, le jeu des définitions peut toujours être questionnable parce que la mienne, la vôtre. Alors, on a choisi de prendre une définition qui est celle que les Nations unies utilisent à travers ses interventions, que la Banque mondiale utilise à travers ses interventions et qui, on peut, je crois, s'entendre sur les principes généraux à l'intérieur, même s'il peut y avoir des différences. Alors, je sais qu'il y a toujours un petit côté un peu trop théorique, mais je pense que c'est important de bien camper de quoi on parle lorsqu'on parle de l'inclusion financière. En fait, l'inclusion financière, c'est d'arriver à mettre au service d'une population ce qui est nécessaire pour avoir accès à des services financiers, indépendamment de sa situation sociale, de sa localisation géographique, et tout ça dans des bonnes conditions. Et l'inclusion financière, c'est un thème générique qui permet de soutenir une croissance économique globale dans un pays et à travers la réalisation d'objectifs qui sont beaucoup plus larges, qui peuvent en fait s'inscrire tout à fait dans les objectifs de développement durable, comme le soulevait Mme Coulombe. Une deuxième définition, et après on va passer dans le vif du sujet, l'employabilité. Alors, l'employabilité, c'est la capacité de personnes à se trouver un emploi dans de bonnes conditions encore. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire le lien entre l'inclusion financière et l'employabilité des personnes et quelles sortes d'impacts sociaux, économiques, sur la santé, etc., que cela peut provoquer. Comme on le soulevait tout à l'heure, peut-être un petit rappel sur les objectifs de développement durable. On le sait tous, il y en a 17. L'inclusion financière, elle a des impacts sur 7 de ces 17 objectifs de développement durable. Et je pense que ça vaut la peine de les citer un par un parce que tout ça va être comme le décor de notre intervention. Alors, le premier impact d'une inclusion financière avec un objectif d'employabilité, évidemment, c'est la réduction de la pauvreté. C'est évident. Le deuxième, c'est qui s'intitule fin zéro. Évidemment, si les gens, si l'inclusion financière permet d'avoir un emploi, normalement, les gens devraient avoir une meilleure situation financière et donc avoir un impact positif pour réduire la malnutrition. Le troisième, toujours le même principe, puisque si on a un emploi, l'inclusion financière, on devrait être capable d'avoir une certaine marge de manœuvre pour être plus préoccupé de sa santé et de son bien-être individuel et familial. Le cinquième, incontournable, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et j'ajouterais une égalité aussi pour inclure les jeunes filles et les jeunes au sens large, plus particulièrement dans les pays en voie de développement où c'est une problématique beaucoup plus forte. Le huitième, c'est d'arriver à fournir un travail décent qui pourra contribuer à une croissance économique. Le neuvième, c'est qu'on est toujours au niveau de la création d'emplois pour favoriser des emplois de qualité dans les secteurs et contribuer au développement des secteurs industriels, de l'innovation et des infrastructures. Et ultimement, le dixième, c'est que tout ça, l'addition de tous les impacts à travers ces ODD devrait permettre de réduire les inégalités sociales dans la population. Alors, comme je le disais, on va avoir deux points de vue. Je vais d'abord, de par mon parcours, où j'ai été impliqué particulièrement depuis 30 ans dans les pays en voie de développement et en émergence, un regard sur les pays en voie de développement sur cet aspect. Voilà. Alors, quels sont les principaux obstacles lorsqu'on parle d'inclusion financière? Dans les pays en voie de développement et en émergence, il y a souvent beaucoup de problèmes pour installer une inclusion financière ou mettre en place des actions sur l'inclusion financière. C'est souvent lié à des faibles accès sur les technologies en place parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'inclusion financière sans parler d'inclusion financière numérique,
Parce que dans les pays en voie de développement et en émergence, on voit que les technologies sont souvent plus avancées qu'ici au niveau de l'utilisation. Donc, il faut intégrer cet élément-là. Mais en même temps, il y a des conditions qui ne le favorisent pas. Les institutions financières sont souvent rébarbatives à s'inclure dans une démarche d'inclusion financière. Donc, il faut contribuer à intervenir auprès des institutions financières pour qu'elles puissent offrir à la population ciblée des produits financiers qui sont adaptés au profil de cette population-là, qui, au départ, est plutôt exclue du système économique dans ces pays. Il faut aussi s'assurer qu'on prenne en considération les normes sociales. Dans les différents pays en voie de développement, il y a souvent des coutumes, des usages qui doivent cohabiter avec des cadres réglementaires. Alors, c'est vraiment une équation à plusieurs paramètres auxquels on doit s'adresser lorsqu'on veut intervenir dans la mise en place d'un programme d'inclusion financière. Évidemment, malheureusement, les femmes sont encore davantage pénalisées dans les pays en voie de développement et en émergence quand vient le temps de parler d'inclusion financière. Il y a énormément d'études qui ont été faites qui le démontrent, souvent liées à des freins culturels, à des freins de coutume, à des freins d'accès à l'éducation, parce qu'on sait que dans beaucoup de pays, l'accès à l'éducation pour les femmes et les jeunes filles est moins favorisé. Donc, il y a énormément d'éléments. Ce n'est pas unidimensionnel, c'est à plusieurs paramètres qu'on doit s'adresser pour être en mesure d'arriver à avoir des impacts au niveau de l'inclusion financière et ultimement au niveau de la création d'emplois. Alors, c'est des aspects qui sont un peu pour camper le décor des éléments, mais j'ai souhaité, avec ce côté international, donner un exemple de succès. Le Kenya, j'ai choisi le Kenya, un pays d'Afrique de l'Est, qui est un pays anglophone et qui est précurseur de beaucoup de choses lorsque vient le temps de parler d'inclusion financière. C'est un pays qui est avant-gardiste au niveau du développement des technologies numériques, qui rend ce pays distinctif sur le continent africain. Plus particulièrement sur l'Afrique anglophone. Bon, l'Afrique francophone essaie petit à petit de s'inspirer du modèle du Kenya. Et quand on réalise qu'à travers le monde aujourd'hui, particulièrement dans les pays en voie de développement en émergence, il y a presque 2 milliards de personnes, d'adultes, qui n'ont pas accès à un compte bancaire ou accès à un service financier de quelque nature qu'il soit, ben, ça démontre tout le travail qui reste à faire pour mettre en place des programmes d'inclusion financière. Si on se rappelle ce que je disais précédemment, l'inclusion financière passe d'abord par l'accès à des services financiers. Alors, le Kenya, plutôt que de se mettre dans une approche traditionnelle, de mettre des institutions financières physiquement, un bâtiment, etc., du personnel un peu partout, lorsqu'on est dans des pays en voie de développement ou en émergence, souvent les distances sont très, très grandes, les populations sont éclatées avec de grandes distances. C'est impossible, c'est beaucoup trop coûteux d'avoir une approche classique. Et le Kenya a compris ça, était, comme je le disais, avant-gardiste, a développé d'énormes plateformes numériques pour permettre de rejoindre les populations, même dans les villages, puisque les services téléphoniques cellulaires sont accès. Et le Kenya a commencé avec un système qui s'appelle M-Pesa, qui fonctionne avec le téléphone. Donc, pas besoin d'infrastructures immobilières, mobiliser beaucoup de personnel. Et c'est ainsi qu'en un peu plus d'une dizaine d'années, le taux d'inclusion financière au Kenya est passé de 26% à 83%. Il faut se rappeler, hein, qu'est-ce que c'est l'inclusion financière? Avoir accès à un service financier ou à la limite à un compte bancaire. Alors, l'utilisation du téléphone cellulaire a permis de rejoindre la population, a permis d'avoir un impact dans l'économie de ce pays, a permis de créer de supporter le développement de petites entreprises et donc a aussi permis de créer des emplois. Et quand on additionne tous ces éléments, si on se rappelle les impacts des ODD, on voit qu'avec un revenu, on peut soigner sa famille, nourrir sa famille, éduquer sa famille, et donc avoir des impacts positifs à la fois dans les cellules familiales, mais aussi dans l'économie
de son pays. Alors, je trouvais intéressant de mettre de l'avant l'exemple du Kenya. Il y en a d'autres à travers l'Afrique et d'autres continents, mais celui du Kenya est assez remarquable pour être cité et il est aujourd'hui répliqué dans beaucoup de pays. Alors, globalement, lorsqu'on parle de pays en voie de développement et qu'on s'adresse à cette équation de l'inclusion financière et de l'employabilité, alors, il y a 4 éléments à retenir. En fait, il y a des conditions. Il faut d'abord que les institutions de microfinance ou les institutions financières acceptent d'embarquer dans cette démarche de développer des produits spécifiques pour rejoindre cette clientèle particulière. Bon, les hommes, bien sûr, mais de façon plus spécifique, les femmes et les jeunes. Un élément extrêmement important aussi, qui est déterminant du succès de cette démarche, c'est qu'il faut travailler sur l'éducation financière au sens large. Il faut travailler sur l'éducation financière par rapport à l'utilisation d'outils numériques. Mais il faut aussi travailler sur l'éducation financière faisant que les personnes vont acquérir des compétences, des capacités pour développer une capacité et un pouvoir d'agir pour eux-mêmes dans leur cellule familiale, mais aussi dans la société. Et le troisième, bien évidemment, il faut que les institutions publiques et le gouvernement soient de la partie pour avoir une réglementation qui va permettre à la fois aux institutions financières de microfinance de rejoindre cette population et en même temps de favoriser un environnement réglementaire qui permettra à cette population d'avoir accès à ces services financiers. Alors, si ces 3 éléments, et c'est l'approche généralement que moi et mon organisation et d'autres organisations à travers le monde, les Nations unies, la Banque mondiale et d'autres banques de développement mettent en place dans les pays pour implanter une stratégie d'inclusion financière, il faut que ces éléments-là, ces 3 éléments-là, soient dans l'équation pour arriver à contribuer à cette inclusion financière, favoriser le renforcement du pouvoir économique des personnes. Je sais que je suis récurrent avec cet élément-là, mais plus particulièrement auprès des femmes et des jeunes, et ultimement, pouvoir avoir un impact sur la réduction de la pauvreté. Alors, ce que j'ai souhaité partager avec vous dans cette première partie de cette présentation ce matin, c'est un peu un regard plus global, Banque mondiale, Nations unies, lorsqu'on parle d'inclusion financière dans des pays en voie de développement et en émergence, en décrivant un petit peu quelles sont les conditions favorables pour le mettre en place, quels impacts ça peut avoir au niveau des populations qui en seront ultimement les bénéficiaires. Ce qu'on trouvait intéressant dans cette présentation-là, c'est d'avoir cet effet miroir. Moi, d'un côté, qui a parlé un petit peu d'un contexte particulier, des pays en voie de développement en émergence, et on trouvait intéressant d'avoir un regard sur le Québec parce qu'on a un auditoire qui s'intéresse à cette problématique de l'employabilité et de l'inclusion au Québec. Et sur ce, je vais laisser la parole à Mélina. Merci beaucoup Serge. Merci pour ton exposé très clair et puis pour cet exemple sur le Kenya. Alors oui, on va avoir un regard plutôt effectivement centré sur le Québec. C'est une communication qui peut s'adresser aussi bien aux Québécois qu'aux personnes immigrées évidemment, qu'elles soient déjà sur le territoire ou qu'elles soient à l'extérieur. Le regard sur le Québec, l'employabilité des personnes immigrées au Québec, on va parler d'abord de l'équivalence des diplômes. C'est une grande question et les métiers qui sont réglementés. Donc à chaque fois qu'une personne immigre quelque part, c'est quand même un déchirement. Peu importe la raison pour laquelle la personne part de son pays d'origine, c'est toujours un déchirement culturel, un déchirement familial et tout ce qui s'ensuit avec tout ce que cela impose. Alors, le site du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ici, le MIFI, bien qu'elle ne crée aucune obligation spécifiquement sur l'équivalence des diplômes, plusieurs organismes de réglementation et employeurs québécois utilisent l'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec comme un outil dans le cadre de leur processus d'admission ou d'embauche. Donc, par exemple, pour accéder aux emplois de la fonction publique québécoise,
l'évaluation comparative pourrait être considérée au même titre que les diplômes obtenus au Québec. Et ça, c'est une phase importante. On arrive, on sort de chez soi. On va parler tout à l'heure évidemment aussi du choc culturel, mais ça, c'est la première étape en fait. On arrive, tout de suite, on a besoin d'un boulot, on a besoin de se mettre dans les conditions professionnelles requises pour être dans une situation favorable, participer justement à tout cet effort économique et être dans cet environnement québécois. C'est une première étape. L'évaluation comparative établit une comparaison générale entre le système éducatif officiel d'où vient la personne immigrée et le système québécois, bien évidemment. Elle indique à quels repères scolaires et à quel domaine de formation peuvent être comparées les études effectuées à l'étranger. Et bien évidemment, ceci a un coût, hormis tout le reste par rapport à l'immigration et tout ça. Ça a un coût et au 1er janvier 2021, selon le site du MIFI, cette procédure administrative coûtait 123 $. C'est encore le coût actuel. Si la personne immigrée veut exercer un métier ou une profession réglementée, ou bien obtenir un diplôme québécois par reconnaissance des acquis des compétences, d'autres sources comme Qualification Québec peuvent l'aider à analyser ses besoins et lui proposer une démarche pour y parvenir. Il faut savoir que si un médecin, peu importe qu'il arrive du Bénin ou du Kenya ou enfin peu importe le pays même d'Europe, il ne peut pas être ici, il ne peut pas exercer la profession de médecin ici au Québec. Donc les personnes immigrées seront obligées de retourner en cours pour obtenir un diplôme et des pratiques d'ici pour exercer leur profession d'origine. Donc c'est pour ça que souvent on retrouve des gens qui étaient médecins chez eux, dans leur pays, et ils se retrouvent ici, on dit souvent qu'ils se retrouvent à travailler dans des fast-food ou encore dans des métiers effectivement de service, etc. Et donc ici, ils ne retrouvent pas. On parle de ça parce que c'est important. Il existe 28 professions d'exercice exclusif qui sont régies par 25 ordres professionnels au Québec. Seuls les membres de ces ordres peuvent porter le titre que la loi donne et exercer les activités que la loi leur réserve. Les 28 professions d'exercice exclusif font chacune l'objet d'une loi particulière qui définit notamment les activités professionnelles strictement réservées aux membres de cet ordre. Il y a quelques exemples qu'on peut donner rapidement: médecins, infirmières ou infirmiers, des sages-femmes, acupuncteurs, pharmaciens, enfin bref, huissiers de justice, il y en a 28. On peut prendre un autre exemple, un traducteur sénégalais par exemple, qui arrive ici, peut être traducteur au Québec, mais il ne pourra pas utiliser le titre de traducteur agréé s'il n'est pas membre de l'ordre professionnel concerné. En plus des 28 professions d'exercice exclusif qui sont régies par 25 ordres professionnels, au Québec, il existe donc 26 professions à titre réservé. Donc on a des conseillers en ressources humaines agréés, des conseillers d'orientation, des criminologues, des diététistes, des ergothérapeutes, des infirmières, etc. Donc il y en a 26, en plus des 28. Et là, on arrive à ce premier choc culturel qui est brutal en fait pour certains, qui se disent que oui, ils ont entendu parler d'employabilité au Québec, qu'il y a beaucoup d'emplois, qu'on recherche des médecins, qu'on recherche des infirmiers, qu'il y a des pénuries dans tel domaine, dans tel domaine. C'est un premier choc parce que quand tu arrives vers les organismes, la première chose qu'on te dit, c'est que ça, c'est une profession réglementée si on est dans ce type d'activité. Donc, il va falloir que tu acceptes de retourner en cours. Et c'est très difficile pour des gens qui ont des pratiques professionnelles depuis longtemps et qui ont une expérience. Donc, c'est assez compliqué, effectivement, à mettre en œuvre. C'est un des premiers chocs culturels. Comme l'a dit l'anthropologue, et là, on arrive vraiment au choc culturel, comme l'a dit l'anthropologue canadien Kalervo-Auberg en 1960, le choc culturel, c'est comme une maladie dont souffrent à divers degrés la plupart des personnes qui vivent à l'étranger. Ça se traduit par quoi? Par une anxiété de l'individu qui va perdre tous les signes et les symboles familiers des rapports sociaux qu'il connaît. Le choc culturel est vécu comme une désorientation ressentie par une personne qui est confrontée à un mode de vie qui ne lui est pas familier. Il débarque ici au Québec. Il connaît personne, ou en tout cas très peu.
euh, il n'y a pas de moyen de prévenir complètement le choc culturel. On sait simplement qu'on va arriver dans un pays, dans un territoire qui n'est pas le nôtre. Et tout dépend aussi de l'utilisation de la langue française ici spécifiquement au Québec. Donc dans la mesure où les personnes immigrées réagissent différemment au contraste culturel, mais on reconnaît au moins 4 phases. La phase 1, c'est la période d'enchantement. On est content, on découvre un nouveau pays, une nouvelle culture. Après autant de mois d'attente et de démarches administratives à faire, à fournir à l'immigration canadienne, on arrive enfin, on a pris le billet d'avion, on arrive ici, donc il faut effectivement, on est très heureux de tout ça, du parcours du combattant qu'on vient de passer, quoi, finalement. Et puis, la phase 2, c'est la désillusion et la frustration. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ça commençait par là. La personne immigrée se sent en déphasage culturel. Après ce qu'on peut appeler lune de miel avec le pays qui nous accueille, l'individu ressent comme ce déphasage culturel, comme une sensation de manque, une notion de perte car on ne trouve pas nos repères dans la vie quotidienne, l'alimentation n'est pas pareille, la manière de vivre n'est pas pareille. Si on vient dans un pays, on arrive directement d'un pays tropical comme le mien, ben c'est chaleureux. C'est chaleureux ici aussi, mais c'est une autre forme de chaleur, on va dire. Et donc en fait, tout ça, on a le mal du pays, on ressent comme un vide culturel, familial, même spirituel parfois. Et donc le mal du pays peut conduire à différents syndromes psychologiques. On peut passer par la dépression, par le manque de confiance en soi. On peut avoir des maux physiques aussi, des maux d'estomac, enfin bref. Et comportementaux, ça veut dire qu'on peut être nerveux, un repli sur soi. Il y a plusieurs états dans cette phase de désillusion et de frustration. La phase 3, ça peut être considéré comme l'adaptation ou l'échec. La personne immigrée va prendre ses distances ou s'intégrer en acceptant enfin, si on prend le chemin de l'adaptation, bien sûr, il va falloir s'adapter aux habitudes nouvelles, à la culture, se rassurer, trouver des repères. Ça peut être dans des associations avec notre communauté d'origine, se forcer aussi à sortir, à s'impliquer dans le modèle québécois et côtoyer des personnes de la communauté qui sont là depuis bien longtemps. Sinon, si on ne le fait pas, on se dirige vers un reniement, voire un échec. La phase 4, c'est la maturité. Cette étape est aussi appelée phase d'intégration ou de maîtrise. On se stabilise. Les différences sociales et culturelles sont acceptées. La personne immigrée est capable de fonctionner avec sa culture d'origine et celle du nouveau pays où encore cette personne peut décider aussi de retourner chez elle dans un temps plus ou moins long ou plus ou moins court. Ça dépend. Chaque personne vit ça différemment. Donc, tout ça pour dire que la personne immigrée est confrontée justement à cette équivalence des diplômes, à ce choc des cultures, comment faire ce choc culturel, comment faire pour s'adapter après cette période, cette belle période effectivement où on est content d'avoir vécu autant de choses. Donc c'est autant un choc culturel pour l'immigré qu'autant que c'est un choc culturel aussi pour le Québécois. Donc on arrive au point où il faut trouver justement son premier emploi ou soi-même devenir entrepreneur si vraiment on ne s'adapte pas. La plupart des emplois offerts sur le marché sont dans les secteurs des services. Le secteur manufacturier offre moins d'emplois, mais les conditions de travail sont intéressantes. Les petites et moyennes entreprises sont celles qui recrutent le plus de personnes. Au Québec, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre et l'immigration professionnelle est une des réponses pour combler les postes. C'est bien une des réponses parce qu'il y en a d'autres qui sont explorées. Tout dépend aussi du gouvernement qui est en place. Ça nous permet d'aborder l'autre slide qui est donc les dispositifs. On va parler des dispositifs en place. Il y a un vaste choix au Québec. On n'est pas laissé seul. Il y a vraiment une écoute pour les personnes immigrées ici ou de multiples services. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on trouve à la fois des services gouvernementaux, des services communaux, municipaux,
que des services auprès des organismes, des associations. Donc il y a de nombreuses structures, je ne vais pas les citer ici, mais elles sont assez nombreuses pour permettre malgré tout à toute personne qui arrive ici, que ce soit directement avec la résidence permanente ou effectivement un permis pour travailler. En tout cas, il y a vraiment ici un large choix. Et il y a plusieurs structures également qui proposent des séances de réseautage pour pouvoir s'impliquer dans les chambres de commerce en participant aux activités des associations liées à votre domaine d'expertise et à votre communauté. Le plus important aussi dans ces dispositifs qui existent, c'est de laisser la porte ouverte à toutes les possibilités, à tous les champs possibles. On arrive quelque part, l'idée ce n'est pas de se fermer, mais bien sûr de s'adapter aussi à notre environnement pour en savoir plus, pour montrer aussi cette ouverture. Parce que rester uniquement dans son domaine professionnel, qu'on ne peut peut-être pas exercer tout de suite, ça referme aussi des portes. Donc, l'employabilité, c'est une responsabilité partagée. Ça nous permet de passer à l'autre slide. Entre le salarié et l'entreprise, il y a une responsabilité partagée. Ce n'est pas qu'une responsabilité du salarié ou qu'une responsabilité de l'entreprise. Nous sommes dans un monde en constante mutation, on l'a vu, ça fait près de 2 ans que nous sommes dans cette pandémie Covid-19, où ça a transformé et bouleversé nos habitudes familiales, professionnelles, personnelles. Nous avons vécu ces phases stressantes de confinement et ce travail à la maison, ce télétravail, aujourd'hui, nous sommes obligés de repartir sur ce que nous avons toujours connu, aller travailler en présentiel dans nos bureaux. Et il y a certaines personnes aujourd'hui, certains employés, certains salariés qui ont du mal à revenir au boulot. Donc c'est autant de la responsabilité du salarié que de l'entreprise de favoriser ces différentes mutations, ces différents changements. Le salarié doit pouvoir s'adapter et l'entreprise doit mettre les outils à son service aussi, à sa disposition pour lui permettre d'évoluer. Au moment où nous parlons beaucoup, on avait beaucoup entendu parler durant ces 2 dernières années de la préservation de la bonne santé mentale de chacun. C'est très important. Donc il y a une responsabilité partagée à avoir entre le salarié et l'entreprise. Au Québec, le management dans l'entreprise est différent qu'en Europe ou dans les pays de la Caraïbe ou dans les pays d'Afrique. On peut dire qu'il existe un management, en tout cas de mon constat, et puis constat partagé aussi à travers tout ce que j'ai pu lire sur les réseaux et les expériences, enfin bref, du constat qu'on peut faire. On peut dire qu'il existe un management québécois qui lui-même emprunte quelques modèles du reste du Canada et des États-Unis, mais il y a quelque chose de spécifique ici au Québec. Il y a une grande importance qui est accordée à la qualité de vie. Les Québécois ont un grand souci d'équilibre, vie privée, vie professionnelle. Quelqu'un qui viendrait même de France où effectivement les choses sont très pyramidales, très hiérarchiques dans l'entreprise. Ici, on est plus dans la culture, effectivement, dans un épanouissement où on ferait tous avancer la société au même stade, en fait. Donc il y a une ouverture aussi, une attention à l'autre et un haut niveau de tolérance. Dans la société multiculturelle et de plus en plus multiethnique du Québec, on se questionne en permanence sur l'identité, sur la différence, sur ce que le Québec peut apporter de plus et comment on peut gérer les conflits à la fois dans l'entreprise et puis pour que l'entreprise puisse fonctionner mieux. Donc on peut dire que là, en termes d'employabilité au Québec, il y a quelque chose de spécifique et il y a quelque chose là à promouvoir qu'on ne retrouve pas en Europe et puis dans des pays où dans l'entreprise, on a un mode managériel qui est plutôt hiérarchique. J'en arrive rapidement à l'apport des étudiants étrangers sur le marché du travail au Canada. Il y a eu un rapport de la direction des études analytiques statistiques Canada, je ne sais plus quelle année, mais c'est assez récent, qui disait que les étudiants étrangers sont de plus en plus considérés comme un bassin prometteur de personnes qualifiées qui peuvent être
mis à contribution pour participer au marché du travail canadien. Il s'agit d'un important facteur de motivation pour offrir à ces étudiants des voies d'accès à la résidence permanente. Le fait que les étudiants également puissent travailler jusqu'à 20 heures maximum, ça peut aussi, par semaine, ça peut aussi contribuer à combler certains postes, même si les 20 heures sont insuffisants, mais ça peut aussi contribuer, ça contribue déjà, évidemment. Donc, tout cela fait partie à la fois de cette meilleure inclusion financière, cette employabilité. Et si on peut se permettre de faire quelques perspectives et recommandations, même si pour les étudiants au niveau du Québec, ça change et que ça bouleverse évidemment les politiques précédentes, puisque le nouvel gouvernement inscrit de nouveaux programmes et avec une nouvelle vision. Donc ça crée quelques frustrations aussi chez les étudiants étrangers, quelques questionnements. En termes de perspective et de recommandations, tout n'est pas rose, évidemment, je vais citer les exemples tout à l'heure, mais c'est des points à améliorer pour l'employabilité des immigrés. La bonne information avant l'arrivée au Québec, c'est très très important que chaque personne qui souhaite s'installer ici au Québec puisse prendre tous ces éléments d'information. C'est vrai que quand nous sommes à l'étranger, on vit le Québec, on vit le Canada comme un rêve, et parce qu'on veut soit fuir des situations dans son pays pour x, y raison, mais c'est très important parce que les sites gouvernementaux, qu'ils soient fédéraux ou provinciaux, expliquent bien tous les mécanismes et ce sur quoi il va falloir faire attention pour bien être intégré dans la culture, dans tout le processus d'employabilité au Québec. Donc il y a la bonne information avant l'arrivée au Québec et ça, il ne faut pas squeezer ça, c'est vraiment très important parce que c'est un effort à la fois pour les personnes immigrées, mais c'est aussi les personnes qui reçoivent, donc les Québécois. Le processus d'immigration est long, fastidieux, décourageant parfois, mais là aussi, c'est toute cette dimension qu'il faut prendre en compte. Et s'il y a une recommandation sur laquelle j'appuierai beaucoup plus, c'est le suivi et l'intégration des salariés issus de l'immigration. C'est peut-être un service qu'il faudrait renforcer pour savoir si les personnes immigrées ont bien réussi à s'intégrer compte tenu de tous les changements et tous les bouleversements qui existent dans ce processus qui est assez long. Donc, j'étais un petit peu longue. Merci pour votre écoute et j'espère que ça vous a apporté quelques éléments d'information. Et toutes ces questions-là rentrent évidemment dans les ODD, particulièrement dans l'ODD 8. Et ça fait partie, inclusion financière, ça a l'air d'être un gros mot qu'on ne comprend pas toujours, mais tout ce dont on vient de parler, et Serge et moi, ça fait partie de l'inclusion financière. Merci. Si je peux me permettre, je voudrais juste ajouter pour boucler notre métaphore de l'effet miroir. Beaucoup de choses qui se font dans les pays en voie de développement ont été des inspirations pour faire le constat qu'il y a une problématique aussi, même dans des pays dits développés comme le Québec, parce qu'il y a aussi une problématique d'inclusion financière et d'employabilité au Québec, autant au niveau des immigrants que de la population en général. Il est intéressant de noter, et c'est pour ça que je trouvais pertinent l'effet miroir, comme Mélina le disait, il existe beaucoup d'opportunités, d'outils, à la fois d'avoir accès à des services financiers, parce que c'est souvent la clé qui est la plus difficile à obtenir lorsqu'on est un immigrant, par exemple, lorsqu'on est un immigrant qui débarque ici, sans historique de crédit auprès d'une institution financière, mais qui peut arriver quand même avec un certain capital, ben, il y a énormément d'opportunités. C'est possible aujourd'hui pour un immigrant qui arrive avec un certain capital. Il y a des services financiers qui sont offerts par certaines institutions financières qui sont dédiés à cette population. Donc, il y a beaucoup de leviers. Alors, ce qui se passe dans les pays en voie de développement où il y a des choses qui se sont développées ont été des inspirations pour répondre à une problématique particulière des immigrants, mais aussi de la population en général, plus particulièrement, encore une fois, je suis désolé de le dire, mais plus particulièrement au niveau des femmes, parce qu'on retrouve beaucoup de femmes monoparentales avec peu de moyens financiers, et il existe des outils. Ces personnes peuvent avoir envie de démarrer une petite entreprise, manque de moyens financiers, manque d'accompagnement sur la mise en place d'entreprises. Alors, il est intéressant de voir que, à la fois dans des environnements fondamentalement dits différents,
il y a beaucoup de similitudes. Et comme Mélina le soulevait, au Québec, on est privilégié. Il y a beaucoup de fenêtres. Encore faut-il les connaître. Il faut encore faire de la promotion auprès de ces clientèles, mais il y a beaucoup d'opportunités pour justement favoriser une meilleure inclusion financière, permettre à toutes ces personnes, immigrantes ou non immigrantes, d'avoir accès à des leviers leur permettant soit un accès à l'emploi, soit deux, démarrer une petite entreprise qui, et il y a plein d'exemples qui le démontrent, peut devenir une moyenne et une grande entreprise et qui contribuera à son tour à créer davantage d'emplois dans le système économique, soit du Québec ou dans les pays où des organisations canadiennes interviennent pour favoriser cet aspect de l'inclusion financière avec un objectif d'employabilité. Voilà. Merci beaucoup, Serge et Mélina, pour votre conférence et je me joins certainement au CESIC pour saluer sa grande qualité. Effectivement, c'est deux faces d'une même pièce, finalement, cette inclusion économique et sociale, que ce soit dans son pays natal ou dans son pays d'accueil. Puis, j'ai une petite question, puis je vais vous demander s'il y en a d'autres qui ont des questions, de me les écrire, de lever la main ou de les écrire pour que je puisse les poser. Est-ce que vous constatez que les personnes immigrantes ont une plus forte propension à l'entrepreneuriat et pourquoi? Alors, si tu permets, Serge. Oui, vas-y. Oui, alors, en fait, bon, je ne sais pas si c'est une plus forte propension à, mais en fait, beaucoup d'entrepreneurs, je ne sais pas le chiffre exact, ça aurait été bien d'en savoir un peu plus, de faire une étude poussée là-dessus. Beaucoup d'entrepreneurs provenant des personnes immigrées ne se retrouvent pas forcément dans la culture d'entreprise, québécoise. Pas qu'elle soit mauvaise en soi, non, pas du tout. C'est juste que moi, je viens de la Guadeloupe, par exemple, pas la Guadeloupe du Québec, mais la Guadeloupe des Antilles françaises. La Guadeloupe des Antilles françaises, où j'ai toujours connu un management en fait très hiérarchique, quoi. Le directeur décide, etc., etc. Ici, tu es tout bousculé parce que c'est pas comme ça. D'abord, tu arrives et on se tutoie. Euh, on, euh, on se tutoie, on s'appelle par son prénom. Enfin bref, on est plus dans un truc assez collégial, quoi, finalement. Presque familial par moment, mais tu restes vraiment dans le monde de l'entreprise. Donc c'est déconcertant, en fait. Quand tu, si, moi, je connais un jeune Marocain qui est arrivé ici, qui était manager d'abord en France et puis ensuite au Maroc. Euh, il a des difficultés à être manager ici parce qu'il est très directif. C'est effectivement par rapport à la hiérarchie. Demain, je ne serais pas étonné qu'il dise qu'il va créer sa propre boîte parce qu'il ne se retrouve pas là-dedans. Et nous sommes très souvent dans ce cadre-là. Moi, je connais beaucoup de... Serge parlait tout à l'heure des femmes. Moi, je connais beaucoup de femmes qui travaillent pour l'instant pour avoir le salaire, être intégrées effectivement à la culture d'entreprise ici, mais qui, de notre côté, ont développé des petits projets, des micro-projets, et ces femmes-là se donnent beaucoup pour que ça devienne de très grosses structures, pour s'occuper que de leur structure. Parce que finalement, il y a un apport évidemment culturel aussi, qui arrive là-dedans, et finalement, on se sent beaucoup mieux dans ce qu'on a construit pour pouvoir contribuer aussi à cette économie, à cette inclusion ici. Donc, je fais partie de ces gens qui, demain, seront chefs d'entreprise ici au Québec parce que j'ai envie de développer quelque chose avec ma touche, ma culture, mais pour contribuer, qui contribuera évidemment à cette inclusion, cette meilleure inclusion ici au Québec. Si je peux me permettre d'ajouter, il y a certains organismes qui existent, plus particulièrement pour répondre à certains points que Mélina a soulevés. Entre autres, je ne vais pas tous les nommer, mais il y en a un qui est intéressant, 3737, qui est particulièrement ce qu'on dit par la population économiquement active noire. Bon, ils sont surtout actifs sur Montréal, mais ils abordent beaucoup tous les aspects que Mélina vient de faire. Et ça allie deux choses. Ça allie la chose que j'ai du capital, mais je suis un peu mésadapté dans l'environnement d'affaires au Québec. Alors, il y a comme un passage.
Et c'est pour ça que des organismes comme ceux que j'ai nommés et d'autres viennent accompagner cet entrepreneur qui a des moyens financiers, mais qui est un peu perdu dans la façon de faire des affaires au Québec, de trouver des déclencheurs qui vont lui permettre de transformer et d'adapter son management dans un environnement. Pas devenir un manager québécois là, pour employer cette expression-là, mais trouver les clés qui vont lui permettre. Et je vais me permettre de citer un exemple extrêmement intéressant et vous pourrez aller voir chercher sur Internet le profil de cette femme qui s'appelle Amina Gerba, qui est une Camerounaise, qui est arrivée au Québec, mère de 3 enfants, et qui a démarré une entreprise de produits de beauté à base de karité, qui a démarré tout petit, et qui, pour aller chercher des clés, et là, je parle, là, il y a plus de 25 ans, là, pour aller, une femme camerounaise, il y a 25 ans, au Québec, ce n'était pas si évident que ça peut l'être aujourd'hui, même si ça peut rester encore problématique, qui est allée chercher ses clés en allant se chercher un diplôme, en retournant aux études, pour s'intégrer pour s'approprier l'environnement managérial. Aujourd'hui, c'est une femme qui a réalisé des choses incroyables. Une femme, je le répète, là, africaine, il y a 25 ans, mais qui est arrivée avec des capacités, avec un certain capital, et qui a été capable de les déployer. Puis aujourd'hui, bon, évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir sénateur ou sénatrice, mais qui vient d'être nommée sénatrice. C'est un parcours extrêmement inspirant. Je vous invite à aller lire son parcours, Amina Gerba. C'est vraiment inspirant et c'est une personne que je connais et que j'ai côtoyée et dont j'ai suivi le parcours, qui est un très bel exemple de ce qu'on a essayé de démontrer aujourd'hui. Quand on prend le temps par les opportunités du Québec de trouver son mélange, de trouver sa recette, plus particulièrement au niveau des immigrants. On doit rester qui on est, mais on est dans un environnement différent. Il faut trouver les ingrédients qui feront de ces personnes, à la fois par l'accès à des services financiers, mais dans un environnement distinct, des réussites. Et il y en a plein. Là, j'ai cité une personne, mais il y a énormément d'histoires à succès de gens du Québec qui avaient peu de moyens et des migrants qui ont des histoires à partager. Il y en a plein. Merci. C'est un développement très intéressant. Au-delà de mes espérances. Madame Coulombe nous écrit que les immigrants qu'elle a le privilège de côtoyer au Québec trouvent qu'il y a tellement de services et d'organismes aidants dans le processus managérial qu'ils ont l'impression que tout est possible ici quand on est prêt à mettre les efforts. Et j'ajouterais, moi, que Boucard Diouf ajoute, lui, il préfère parler plutôt que d'efforts, mais de mettre son cœur sur la table, en fait, de s'exposer, de venir à la culture, de venir se baigner dans la culture. Donc, quelle est la part de l'effort et quelle est la part de l'abandon, finalement, de s'ouvrir dans ce succès-là, comme facteur de succès. Si Mme Coulombe veut prendre la parole, vous pouvez le faire aussi. Non, ça va. Vous avez tout bien résumé, mon propos. D'accord. Si je peux ajouter aussi quelque chose, effectivement, non seulement qu'il y a des aidants, il y a des organisations, il y a des structures comme Serge l'a dit tout à l'heure, mais il y a aussi ce système de mentorat qui monte aussi en puissance et c'est extrêmement bien vu. Il y a une approche vraiment, une approche presque personnelle en fait avec la personne qui vient demander de l'aide. Et ça, je suis pas sûr qu'on retrouve ça beaucoup, en tout cas en Europe ou je sais pas. En tout cas, c'est vraiment quelque chose ici qu'on perçoit beaucoup et on a l'impression que ici c'est possible, à condition, je sais pas si c'est mettre le cœur sur la table, mais à condition effectivement de s'ouvrir à l'autre. Voilà, si on accepte de venir ici. C'est aussi, bien sûr, après le déchirement, après être divisé en soi-même, j'ai envie de dire, c'est bon, qu'est-ce que je suis prête à faire qu'est-ce que je suis prêt à faire pour pouvoir justement m'épanouir et m'épanouir pleinement. Je ne suis pas sûr qu'on perde vraiment au change. Au final, de toute façon, enfin, de mon point de vue, quand on s'ouvre au monde, quand on s'ouvre à l'autre, on ne fait que gagner en fait, en réalité. C'est mon point de vue, hein, mais il faut être dans des conditions
pour l'accepter. C'est sûr que quelqu'un qui vient ici avec beaucoup de rêves, en se disant tout de suite, bon voilà, je suis ingénieur par exemple, les ingénieurs qui arrivent ici, ils sont très frustrés. Moi j'en ai rencontré, ils sont très frustrés quand on leur dit que, écoute, tu seras peut-être pas, parce qu'il y a un ordre qui est là, qui est très fort, qui exige un certain nombre de choses, tu pourras peut-être pas être ingénieur tout de suite, donc tu peux commencer technicien, etc. Ils sont très frustrés. Donc il y a aussi une part de responsabilité de la personne qui vient aussi. Prenez aussi, et c'est ça que je dis, prenez le temps de bien vous renseigner sur les choses. Parce que c'est pas caché là, c'est public avec Internet. Il faut prendre le temps de se renseigner sur les vraies choses. Et si tu fais le choix de venir ici, accepte, oui, même si tu as 10, 15 ans d'expérience ailleurs, chez toi, accepte parce que tu viens dans un pays avec ses règles. Donc il faut accepter de retourner en cours, d'avoir le diplôme d'ici et puis de repartir après sur les bonnes bases d'ici, quoi. Bon, ben voilà, merci. Notre heure tire bientôt à sa fin. Donc, je vais remercier encore une fois Nina Semo et Serge Gosselin, qui sont nos deux administrateurs de la CNU Québec et ayant un long parcours dans ce domaine de l'inclusion et de la solidarité pour leur belle conférence. Et on va s'assurer que leurs propos se répercutent, se réverbèrent dans l'espace public dans les prochaines semaines et au-delà. Donc, je voulais aussi remercier Mme Coulombe du CESIC pour notre collaboration dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale. On va essayer de réitérer. Et je vais clôturer. Bonne journée à tout le monde. Merci. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt.